Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire du réseau Optima qui concerne la construction des tableaux de bord en collectivité locale. Ce webinaire vous est proposé par le réseau Optima, un réseau nouveau qui fait le lien entre 11 partenaires universitaires, Angers, Bordeaux, Lille, Poitiers, La Réunion par exemple, ou encore Pau et Pays de la Dour. Ce webinaire a vocation à vulgariser nos recherches en concernant ici les tableaux de bord et permet aussi de faire le lien à un ouvrage que j'ai récemment écrit sur le pilotage des politiques publiques locales, édité chez Berger-Levrault. Nous répondons donc à la question suivante à travers ce webinaire assez court qui concerne la construction des tableaux de bord en collectivité locale. Pour répondre à cette question, trois sous-questions vont être évoquées. D'abord, c'est quoi un tableau de bord? Quels sont ses éléments de caractérisation et de définition? Ensuite, pourquoi mettre en œuvre aujourd'hui des tableaux de bord dans les collectivités? Et enfin, la question peut-être la plus complexe, comment mettre en place des tableaux de bord adaptés, notamment aux éléments de caractérisation que nous verrons dans un premier temps. Première question, c'est quoi un tableau de bord? Alors, un tableau de bord, plusieurs définitions existent. Pour faire simple, les auteurs nous indiquent que c'est une représentation synthétique concernant les résultats, les moyens et l'impact d'une ou plusieurs actions. Les actions pouvant être ici, dans le cas des collectivités, un service public par exemple ou un projet que porte la collectivité. Donc on voit bien l'idée de synthèse de différentes informations qui vont concerner finalement ce qu'a produit l'action, ce qu'a produit le service, les moyens qui ont été consommés et les effets qui ont été générés par cette réalisation. Autre définition d'un tableau de bord, c'est aussi un moyen de comparaison entre une réalisation et un objectif, afin de faciliter le pilotage et la prise d'action corrective. L'idée dans cette seconde définition est importante puisque on voit bien que le tableau de bord va devoir confronter une réalité avec une prévision. La notion d'objectif ou de valeur cible, on y reviendra, est un élément important pour permettre justement que les indicateurs aient du sens et qu'on puisse engager des actions correctives. On voit dans cette définition aussi l'importance de l'idée d'un tableau de bord qui se structure autour de la notion d'amélioration continue. On évalue à travers des indicateurs et un tableau de bord pour arriver à avoir une analyse d'une situation et ainsi en dégager des actions de modification pour le futur. Troisième définition, d'autres auteurs nous disent que c'est un instrument d'analyse signifiant et significatif. Signifiant parce que dans un tableau de bord, comme on le fait à la tête d'un véhicule par exemple, on a bien un tableau de bord qui nous donne des indications assez simples, il faut que ces indications soient illustratives, avec des couleurs, avec des outils qui nous permettent de visualiser assez rapidement l'état d'une situation. Il faut aussi qu'ils soient significatifs et qu'ils aient du sens, qu'ils permettent de comprendre une situation à travers les données qui nous sont fournies. Voyez en 99 définit un tableau de bord de manière plus précise peut-être comme la façon de sélectionner, d'agencer, de présenter des indicateurs essentiels et pertinents de façon sommaire et ciblée, en général sous forme de coup d'œil, accompagnés de graphiques ventilés ou synoptiques, fournissant à la fois une vision globale et la possibilité d'aller par la suite dans les niveaux de détail. Donc on voit à travers ces définitions déjà pas mal d'éléments que nous avons vus préalablement, la présence d'indicateurs synthétiques, l'idée d'illustration, de schématisation, l'idée aussi de coup d'œil. C'est-à-dire qu'il faut que finalement, d'un seul coup d'œil, nous puissions être en capacité d'analyser la situation de manière très rapide. Donc voilà les premières définitions d'un tableau de bord. Pour continuer sur cette question, il existe, la littérature le prévoit comme ça, trois formes de tableaux de bord qui sont complémentaires. Première forme, la plus générale, les tableaux de bord stratégiques, qui, dans le cas des collectivités, vont concerner un périmètre très global, qui est la collectivité dans son ensemble. Et on peut imaginer qu'on puisse disposer de tableaux de bord sur les grands champs politiques publics de la collectivité. Ces tableaux de bord intéressant vraisemblablement, principalement les acteurs membres des équipes de direction, c'est-à-dire plutôt les élus, DG, DGA. On peut aussi avoir des tableaux de bord de gestion qui vont plutôt intéresser les directeurs et chefs de service, où là, l'optique est finalement d'analyser la situation de gestion au regard de la consommation des moyens et des ressources. Donc dans ce type de tableau de bord, finalement, l'objet d'étude constitue les ressources de la collectivité, qu'elles soient financières, qu'elles soient patrimoniales, qu'elles soient humaines par exemple. On en verra quelques exemples tout à l'heure. Troisième forme de tableau de bord, c'est les tableaux de bord opérationnels qui, eux, vont concerner des acteurs plus opérationnels, en l'occurrence les services, des agents,
quelquefois des élus sur des périmètres particuliers. Et dans ce cas-là, les tableaux de bord vont porter sur des objets qui sont spécifiques, qui sont finalement les éléments opérationnels engagés par la collectivité, ici recensés à travers les notions d'action, de projet, de service ou d'activité. Ce sont les éléments donc concrets que la collectivité met en place. Donc on voit qu'il y a différentes formes de tableaux de bord, opérationnels, de gestion et stratégiques. L'intérêt, bien sûr, étant que ces tableaux de bord soient complémentaires et structurés les uns en fonction des autres, en mixant des données qui vont être de nature un peu différente. Le tableau de bord stratégique en ayant un périmètre large, le tableau de bord de gestion en se focalisant sur les ressources et les tableaux de bord opérationnels en se focalisant, eux, sur des éléments concrets, par exemple un projet ou les services publics de la collectivité. On a ainsi répondu à la première question de la définition d'un tableau de bord. On verra que cette définition est importante tout à l'heure pour arriver à voir comment on peut mettre en place un tableau de bord. Alors pourquoi ? Quelles sont les raisons qui justifient aujourd'hui que la notion de tableau de bord est importante dans les collectivités ? D'abord, si j'en crois Fernandez en 2013, il nous dit que les finalités générales d'un tableau de bord sont multiples. Réduire l'incertitude, stabiliser l'information, faciliter la communication, maîtriser le risque, dynamiser la réflexion. Autant de finalités qui sont, de mon point de vue, adaptées à notre contexte actuel, où finalement on a une complexité à maîtriser, des contraintes à respecter, la nécessité d'aider à la décision, puisque on voit bien que les éléments que l'on pilote peuvent être relativement denses, relativement divers et variés, et donc il faut arriver à créer une visualisation assez rapide et synthétique de l'ensemble de ces éléments à travers des tableaux de bord pour arriver à avoir une vision, on l'a dit, assez rapide de la réalité. Et donc l'ensemble de ces finalités vont contribuer finalement à justifier l'existence d'un tableau de bord. Et les contraintes augmentant, notamment financières, où on le voit à l'heure actuelle, environnementales, sanitaires, démocratiques, eh bien, le contexte devient de plus en plus incertain, innovant, en mutation, variable, et ça justifie dans tous ces cas-là le fait qu'on puisse avoir de plus en plus besoin de tableaux de bord pour arriver à éclairer ces éléments d'information et à les synthétiser à travers des tableaux de bord. Donc première des finalités assez générales. Autre finalité qu'on a déterminée avec Nicolas Pouzac en 2019 à travers une étude nationale, on a interrogé des collectivités justement sur leur pratique d'utilisation des tableaux de bord et de l'évaluation des politiques publiques. Et en fait, on s'est aperçu que assez peu de tableaux de bord finalement étaient mobilisés par les collectivités. Et quand les collectivités l'utilisaient, la majorité des tableaux de bord étaient critiquables ou limités, à la fois sur l'aspect visuel, on le voit ici à travers les exemples que je vous mets à disposition, qui sont des exemples réels. Le visuel n'aide pas finalement à avoir d'un seul coup d'œil l'analyse d'un état d'une situation, mais aussi sur la structure finalement des caractéristiques de ces tableaux de bord. Il y a beaucoup de données, assez peu d'indicateurs. Une donnée est finalement une information brute qui n'a pas de sens, qui n'indique rien. Donc les tableaux de bord actuels, pour faire simple, gèrent beaucoup de données, mais pas d'indicateurs. Et on verra la différence entre les deux, notamment liée au fait qu'on puisse avoir une comparaison, je le disais tout à l'heure, entre une réalité et une prévision. Or, beaucoup des tableaux de bord actuels ne disposent pas finalement de valeurs cibles, d'objectifs chiffrés pour comparer une donnée réelle avec une donnée prévue et ainsi en tirer une analyse, voire des recommandations. Assez peu de tableaux de bord vont dans ce sens-là. Donc souvent des tableaux de bord qui sont aussi trop détaillés, beaucoup d'informations. Or, on a vu qu'un tableau de bord doit être synthétique. Concrètement, au maximum, il doit tenir dans une page A4, pour faire très simple. Pas de différenciation entre des tableaux de bord. Beaucoup de tableaux de bord de gestion qui vont gérer les ressources, alors qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de tableaux de bord stratégiques pour avoir une vision globale. On a aussi besoin de tableaux de bord opérationnels qui vont piloter les services publics et les projets de la collectivité. Donc, beaucoup de limites qui vont devoir être dépassées et qui justifient le fait de mettre en place des tableaux de bord, notamment pour dépasser les pratiques actuelles. Troisième question, peut-être la plus intéressante, c'est comment finalement mettre en place un tableau de bord adapté qui correspond aux définitions et aux éléments de caractérisation qu'on a préalablement évoqués. Alors d'abord, on va s'intéresser aux trois formes de tableau de bord.
opérationnel, stratégique de gestion, qui sont des tableaux de bord complémentaires. Si on commence par les tableaux de bord opérationnels, qui sont de notre point de vue la base finalement de tous les tableaux de bord, puisque ce sont les tableaux de bord qui sont les plus détaillés, et ce sont ces tableaux de bord opérationnels qui vont alimenter les autres tableaux de bord, tableau de bord stratégique, tableau de bord de gestion. Donc dans ces tableaux de bord opérationnels, d'abord vous dire que ce sont des tableaux de bord qui concernent les actions, les projets, l'activité, les services des collectivités, c'est-à-dire les éléments les plus concrets, ceux qui structurent finalement les politiques publiques de manière opérationnelle. Alors pour créer un tableau de bord, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait 3 blocs d'informations. D'abord des informations générales, ensuite des informations plutôt évaluatives avec les indicateurs, et enfin des informations qui sont des informations d'analyse où on va pouvoir en tirer un jugement au regard de l'ensemble des informations qui sont au-dessus et on va pouvoir en dresser des recommandations. Donc des informations générales qui finalement concernent l'objet que j'évalue, quelle est l'action, le service, le projet concerné, quel est l'objectif finalement de cette action, de ce projet, quels sont les acteurs qui sont en responsabilité, des acteurs, des services, des individus, quelles sont les cibles, quels sont les territoires concernés, une rue, un quartier, la ville dans sa globalité, un département, etc. Des données de gestion budgétaire, consommation financière par exemple, mais aussi des données de gestion RH, quels sont les agents qui sont concernés par la mise en œuvre de cette action par exemple. Des informations temporelles, la période, la date, et aussi des informations évaluatives globales, un indicateur synthétique. Il est important en effet que toute action-activité de manière opérationnelle soit évaluée de manière détaillée à travers plusieurs indicateurs, mais aussi de manière synthétique avec ici un indicateur de météo qui a été choisi et un indicateur de tendance. Donc pas mal d'informations générales qui viennent caractériser finalement l'objet que je suis en train d'évaluer à travers ce tableau de bord. Une fois que ces infos générales ont été récupérées, on va proposer des indicateurs qui sont dits équilibrés ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans un tableau de bord pertinent, mettre que des indicateurs de ressources qui sont peut-être les plus faciles à obtenir. Il faut mettre des indicateurs qui permettent d'appréhender la totalité de la production du service, à savoir les moyens ressources que je consomme, ce que je produis, les réalisations, et les effets et impacts que ces réalisations vont avoir sur les bénéficiaires, sur l'environnement, le territoire, quand il s'agit de services publics. Donc ça, c'est des indicateurs d'évaluation. On va ensuite voir à quoi ils peuvent ressembler. Donc premier bloc, information générale. Deuxième bloc, indicateur de performance. Troisième bloc, analyse et recommandation. C'est-à-dire que, fort de tous ces éléments préalables, je vais devoir ici, en une phrase assez simple, indiquer quelle est l'évaluation que je fais de cet élément et proposer quelques pistes d'évolution potentielle au regard de l'analyse. Si bien sûr tout va bien, les recommandations seront relativement réduites. Donc voilà la constitution générale d'un tableau de bord type. Alors précisons maintenant la partie centrale. La partie centrale, c'est-à-dire les éléments de visualisation et de mesure finalement de ce tableau de bord. Alors, quand on regarde les éléments de visualisation, dans les tableaux de bord qui sont fournis et utilisés aujourd'hui par les collectivités, il y a plusieurs formes de mesure. Des formes qui sont des formes d'appréciation, c'est-à-dire que je peux très bien avoir des couleurs qui sont utilisées, binaires ici, ternaire avec un feu par exemple, ou ternaire avec un smiley, ou ici à 4 niveaux avec une météo. Ces formes d'appréciation sont intéressantes parce qu'elles vont directement m'indiquer là où je suis, mais elles ont une limite, c'est qu'elles ne permettent pas de mesurer effectivement l'atteinte d'un objectif. C'est plutôt les formes de mesure qui vont compléter ces formes d'appréciation, où on voit ici par exemple une courbe, et là on a une mesure qui est assez précise d'un indicateur donné. Je peux avoir une barre par exemple, une jauge ou un camembert, ou encore des histogrammes. Ces formes sont aussi intéressantes parce qu'elles permettent de mesurer plus que les formes d'appréciation. Leur limite, c'est que souvent, notamment quand on utilise Excel, qui est de mon point de vue un outil qui n'est pas adapté à la construction des tableaux de bord, eh bien on s'aperçoit qu'on ne maîtrise que peu les couleurs et les appréciations de ces tableaux. Donc l'idée, à travers la proposition qu'on vous fait, c'est de combiner les deux. À la fois des formes d'appréciation et des formes de mesure qui peuvent générer ce type de graphique que l'on voit ici, où on va à la fois mesurer, mais aussi apprécier. Par exemple, ici, on a une barre qui peut être par exemple un indicateur de satisfaction où j'ai une valeur cible que je me suis fixée ici à 50%, j'ai une valeur réelle qui est ici à 33% par exemple, et on compare
au regard de l'objectif qui était de 50% la valeur réelle avec la valeur cible. Et j'ai donc une mesure très précise, mais j'ai aussi une appréciation, c'est-à-dire qu'on estime que cette valeur réelle se situe dans une zone orange et que donc l'appréciation est mitigée finalement par rapport à la réalisation de mon objectif sur l'indicateur qui est ici par exemple un taux de satisfaction. Idem pour un autre type de forme qui est un histogramme où je peux très bien avoir par exemple un nombre d'entrées dans un musée, et on voit ici les nombres d'entrées par jour par exemple. Je me fixe un nombre d'entrées moyen de 30 par jour, et je vois que dans cet indicateur-là, eh bien, j'ai un nombre d'entrées qui est en année 1 assez faible, en année 2 qui augmente, et en année 3 qui dépasse finalement la valeur cible de 30. Et ainsi, je peux voir aussi, donc je mesure, mais je vois aussi à travers les couleurs qui sont utilisées, et 3 couleurs simples, c'est ce qu'on vous propose, rouge, orange et vert, on voit si on est dans la bonne zone ou pas par rapport à la valeur cible que je me suis fixée. Donc, cette première proposition de structuration d'un tableau de bord et de création d'indicateurs adaptés à travers une forme combinant l'appréciation et la mesure nous permet d'avoir une proposition globale d'un tableau de bord qui serait le suivant. Alors ici qui est présenté en deux diapos, puisque je n'avais pas la place de le présenter en une fois, mais ce diapo pourrait très bien être une feuille A4 si je l'imprime, où j'ai pris un exemple particulier, l'exemple des sapeurs-pompiers, où dans la politique du volontariat, ils souhaitent développer le volontariat, et ainsi ils vont dans les lycées, par exemple du département, pour arriver à parler des pompiers et de la nécessité d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires. Eh bien, si on devait construire un tableau de bord sur cette activité-là, on aurait donc un premier bloc pour respecter nos propositions, un premier bloc d'informations générales, avec différentes informations. Pourquoi je mets en place cette action de communication et d'intervention dans le lycée? Quel est le contexte d'études? De quelle politique publique ça fait partie? Ici, la politique d'incendie et de secours et la mission du volontariat. Quelles sont les structures de la collectivité qui s'occupent de cette activité? Les structures ou les directions administratives, mais aussi, pourquoi pas, les structures politiques qui vont pouvoir être intéressés par ce type d'information, et quels sont les individus, enfin, qui sont intéressés par cette action-activité-là. Individus, en l'occurrence administratifs, mais aussi individus politiques. Quel est le territoire concerné? Et ensuite des informations de gestion que j'ai déjà évoquées, les budgets par exemple, et les agents qui sont concernés. Ici, on retrouve des éléments d'évaluation globaux, notamment l'indicateur de météo synthétique et la tendance. Donc ça, c'est le premier bloc d'informations générales. Si maintenant j'arrive aux deux autres blocs, les indicateurs et les analyses recommandations, on a ici 4 indicateurs qui ont été retenus, un volume de dépenses consommées. On voit que tout est vert, donc d'un seul coup d'œil, je vois que ça va à peu près bien. Pourquoi ça va bien? Parce qu'on voit que j'ai des enveloppes qui sont autour de 20 000 euros, et sur les trimestres, j'ai des consommations qui sont inférieures à l'enveloppe totale. Donc finalement, je n'ai pas encore consommé mon enveloppe, je suis dans une zone qui est plutôt bonne. Il me reste encore de l'argent, pour faire simple. Ici, j'ai un autre indicateur qui était le pourcentage de lycées visités. Je m'étais fixé 50% de lycées visités, je suis à 30%, donc j'en ai pas assez encore. C'est l'exemple que j'avais tout à l'heure. On a ici un indicateur qui est le nombre de lycéens qui sont nouvellement inscrits aux jeunes sapeurs-pompiers volontaires. J'ai un nombre de 30 qui est fixé, et là on voit que ça évolue positivement, peut-être grâce à mon action de communication dans les lycées, et les premières inscriptions sont plutôt réduites en année 1, plutôt modérées en année 2 et bonnes en année 3 au regard d'une valeur cible que j'ai préfixée, etc. etc. Donc c'est valable pour le dernier indicateur qui est le nombre de plaquettes d'informations produites, où je m'étais fixé un nombre de 2000 plaquettes de communication à diffuser peut-être dans le lycée, et j'en ai diffusé 1600, qui me laisse à penser que je suis dans une zone qui est plutôt bonne par rapport à la valeur cible. Donc ces indicateurs-là vont me permettre d'évaluer assez rapidement l'atteinte ou pas de mon objectif, sachant que pour cette opération ou cette activité, l'objectif était de sensibiliser les jeunes au métier de la sécurité civile. Et je peux donc en tirer des recommandations, une analyse d'abord, savoir est-ce que ça va ou ça ne va pas, et une recommandation ensuite au regard de l'atteinte ou pas des objectifs. Donc voilà la proposition finalement de ce que pourrait être un tableau de bord opérationnel pour arriver à évaluer un projet, une action, une activité ou un service public.
Deuxième proposition, cette proposition concerne maintenant les tableaux de bord stratégiques, c'est-à-dire toute la collectivité dans son ensemble. Alors, on imagine bien que dans ces tableaux de bord stratégiques qui vont intéresser plutôt les élus, les équipes de direction, la direction générale, on imagine bien qu'on n'a pas à avoir un niveau de détail aussi important que j'ai proposé dans le tableau de bord opérationnel. Mais par contre, ces tableaux de bord stratégiques s'appuient sur certains des éléments qui ont été proposés dans le tableau de bord opérationnel. C'est par exemple le cas d'un tableau de bord qu'on pourrait appeler de direction, avec une vision globale des politiques publiques qui sont engagées. Ici, j'ai pris un plan climat, qui peut être un plan stratégique donné, où je vais avoir certains éléments qui sont identifiés dans le plan climat, avec des actions ou des missions particulières, et je vais avoir les météos qui vont remonter ici, et les tendances, pour me dire s'il y a des choses qui vont bien ou qui vont pas bien. Et ça me donne la possibilité, comme vous voyez, le disait tout à l'heure, potentiellement, si mon outil est adapté, de cliquer sur ce référentiel-là pour aller dans les détails des actions, activités, des services, des projets qui sont menés et voir pourquoi la météo est aujourd'hui une météo plutôt sous forme de pluie et pourquoi finalement il y a peut-être des choses à engager en matière d'aménagement du territoire faiblement carboné au regard du plan climat. Donc ça, c'est une première vision stratégique qui est intéressante, qui est une vision globale, où je vais ensuite pouvoir potentiellement, si j'en ai envie, rentrer dans le détail. On a d'autres visions stratégiques qui sont aussi intéressantes à voir, par exemple une vision territoriale. Je peux ici, grâce aux informations que j'ai intégrées tout à l'heure dans les tableaux de bord opérationnels, savoir quelles sont les actions et activités qui sont menées dans la collectivité et où, quels sont finalement les lieux qui sont concernés ou les populations sur mon territoire qui sont concernées par mes politiques publiques. Je peux aussi avoir une vision temporelle, c'est-à-dire en termes de calendrier, avoir l'équivalent d'un diagramme Gantt en fonction des dates de début et de fin, pourquoi pas, des projets et des actions. Quand j'évalue ça sous mes tableaux de bord opérationnels, je peux avoir une vision du planning de la collectivité et du plan de charge, quelque part, par politique publique ou par direction. Je peux aussi avoir une vision évaluative selon, par exemple, les actions et activités portées par des directions. C'est le cas que j'ai pris ici, où on voit que pour certaines directions, eh bien, la météo globale et quelques indicateurs qui sont utilisés sont plutôt vert, orange et une météo positive ou pas, en fonction des éléments d'évaluation que j'aurai déterminés. Je peux même travailler sur la priorisation des politiques publiques grâce à des éléments d'évaluation qu'on a tout à l'heure évoqués, et ainsi voir quels sont les services publics sur lesquels il y a des efforts peut-être à mener, des réorganisations à porter, ou au contraire des investissements importants à réaliser, dans la mesure où ce sont des projets ou des actions ou des services publics qui sont prioritaires pour la collectivité. Donc, deuxième partie de ces tableaux de bord, des tableaux de bord qui sont plus stratégiques, plus globaux, un périmètre plus large, avec des informations qui sont plus synthétiques, mais sur lesquelles on peut s'appuyer pour retourner dans les tableaux de bord opérationnels et ainsi avoir une vision qui est plus précise. Troisième forme de tableau de bord, c'est des tableaux de bord de gestion. Alors ceux-là sont un peu plus classiques, mais ils sont nécessaires pour savoir si on respecte les budgets, savoir si les agents qui sont affectés à des politiques publiques réalisent bien les politiques concernées. On a pris l'exemple ici d'une politique de développement durable, par exemple, qui peut être une politique menée par une collectivité, où je vois certaines missions et où je consolide les informations au regard de ce qui est, par exemple, la prévision entre le fonctionnement que j'ai prévu pour l'année N et la réalisation sur la consommation des enveloppes sur cette partie de fonctionnement. Donc je peux ici avoir, là j'ai principalement des données chiffrées, mais je peux très bien avoir des données exprimées sous forme de tableau où je vais comparer finalement la valeur budgétée avec la valeur consommée et ainsi voir sur une politique donnée ou de direction, parce que je peux avoir plusieurs niveaux d'analyse, je vais ainsi voir si les enveloppes budgétaires au cas particulier ont été totalement consommées ou s'il y a des leviers ou des marges de manœuvre sur certaines politiques publiques ou certaines directions au regard d'enveloppes qui ne seraient pas consommées. Donc des tableaux de bord opérationnels, des tableaux de bord stratégiques, mais aussi des tableaux de bord de gestion. Alors pour terminer, je finirai par vous dire que tous ces tableaux de bord ne servent pas à grand chose finalement s'ils ne sont pas intégrés à ce qu'on appelle un dialogue de gestion. C'est-à-dire que ces tableaux de bord doivent permettre de générer de l'information et donc améliorer les relations informationnelles entre les acteurs. Alors, quels acteurs? D'abord, les acteurs de la collectivité elle-même.
C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ces tableaux de bord-là, opérationnels, stratégiques de gestion, puissent permettre d'animer les relations entre élus, puissent permettre aussi d'animer les relations entre acteurs administratifs, notamment la direction générale, la direction, les services, les agents. Et ces tableaux de bord vont permettre justement de mieux communiquer sur la réalisation des politiques publiques, sur les objectifs, sur la stratégie à mener. Et ainsi, on peut aussi imaginer que ces tableaux de bord viennent alimenter la relation entre les élus et les cadres, notamment les élus à travers la fixation des orientations et des arbitrages budgétaires qui sont réalisés, et les acteurs administratifs plutôt dans le retour d'informations sur les réalisations, mais aussi sur la détermination des besoins au regard des politiques publiques qui ont été mises en œuvre. Donc ici, on imagine bien que d'un point de vue interne, ces outils de dialogue de gestion peuvent, par exemple, en interne, être utilisés pour arriver à donner un peu plus de sens aux arbitrages budgétaires, faciliter l'allocation des moyens humains, par exemple, mais aussi peuvent permettre de rendre des comptes sur les réalisations qui sont menées et les grands projets stratégiques de la collectivité et qui vont bien sûr intéresser les élus au premier titre. Donc, un dialogue de gestion interne sur lesquels les tableaux de bord qu'on a évoqués là, stratégiques, opérationnels et de gestion, de manière différenciée peut-être, vont être utilisés pour activer et pour améliorer la qualité des relations entre ces acteurs. On peut même imaginer, c'est mon point de vue, que ces tableaux de bord-là, avec des informations bien sûr qui sont retraitées et qui sont vulgarisées, participent à l'amélioration des relations informationnelles avec les acteurs externes. Et on peut imaginer que ces tableaux de bord puissent permettre d'informer la population, les créanciers, les médias, les entreprises sur le territoire ou pas, les groupes d'intérêt, d'informer le territoire, l'environnement, des orientations, des moyens, des réalisations finalement de la collectivité, mais puissent aussi permettre, en retour peut-être ou en anticipation, de faire remonter les besoins et satisfactions de la population de l'environnement, puisque notamment dans les tableaux de bord, on aura besoin d'informations et d'indicateurs qui seront des indicateurs, par exemple, de taux de satisfaction. Donc les tableaux de bord, on voit, peuvent être aussi non seulement à l'interaction des relations des acteurs internes, mais aussi potentiellement à l'interaction des relations entre les acteurs internes et les acteurs externes. Et donc, au final, pour les mettre en œuvre de manière la plus idéale possible, ils peuvent constituer un outil de dialogue interne, mais aussi un outil de dialogue externe, comme le font déjà certaines collectivités, où des informations peuvent être mises à disposition, par exemple d'un site internet, de la population sur la réalisation des politiques publiques. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la construction des tableaux de bord en collectivité locale. J'espère que vous en saurez plus, à la fois sur la définition des tableaux de bord, sur les raisons et les finalités de la mise en œuvre de ces tableaux de bord et peut-être surtout sur la méthodologie à mettre en place pour arriver à définir et construire un tableau de bord qui soit adapté au secteur public local. À bientôt.